Le ciel s'illuminait à chaque explosion. Des centaines d'obus traversaient l'air en sifflant avant de frapper le sol avec une violence terrifiante. Des colonnes de feu et de terre s'élevaient dans un grondement continu, transformant les champs et les forêts en un paysage d'apocalypse. Les soldats couraient, se jetaient à couvert, tandis que la terre elle-même semblait se briser sous leurs pieds. Chaque impact faisait vibrer l'air, chaque détonation rapprochait la mort. Mais sous ce chaos, profondément enfoui dans le béton, d'autres hommes restaient immobiles. Ils ne voyaient pas la bataille. Pourtant, ils ressentaient chaque explosion, chaque choc, chaque tremblement qui faisait résonner les murs autour d'eux. Dans ces bunkers, la guerre n'était pas un spectacle, c'était une attente angoissante, une pression constante, une peur silencieuse. Alors si tu veux découvrir ce que vivaient vraiment les soldats enfermés sous ce déluge de feu, abonne-toi maintenant et entrons ensemble dans les forteresses les plus terrifiantes jamais construites. Ce bunker n'était pas simplement une construction militaire, c'était une forteresse gigantesque enfouie dans la terre, un monstre de béton conçu pour résister à la violence la plus extrême que la guerre moderne pouvait produire. Ces murs, épais de plusieurs mètres, avaient été bâtis pour encaisser des bombardements continus, survivre à des vagues d'assaut massifs et protéger les soldats français qui y vivaient enfermés pendant des semaines. Vu de l'extérieur, le bunker ressemblait à une montagne artificielle surgissant du sol. Sa surface était criblée de traces d'impact, noircie par la fumée et marquée par des cicatrices profondes laissées par des milliers d'obus. Autour de lui, le terrain n'était plus qu'un paysage de cratères, de terre retournée et de débris brûlés. Quand l'ennemi lançait une attaque, le ciel s'illuminait aussitôt. Des centaines d'obus traversaient l'air en sifflant avant de frapper la surface du bunker avec une violence terrifiante. Chaque impact soulevait des colonnes de feu, de fumée et de terre qui retombaient en pluie sur la structure. Le sol tremblait sans cesse comme si la guerre elle-même tentait d'arracher le bunker de la terre. À l'intérieur, les soldats français ressentaient chaque détonation. Les murs vibraient sous la puissance des explosions, les lumières vacillaient et une fine poussière tombait du plafond en recouvrant les équipements. Le bruit était constant, un grondement profond qui ne cessait jamais, même pendant les rares moments de calme. Dès que l'attaque commençait, l'ensemble du bunker se mettait en mouvement. Dans les couloirs étroits, les hommes couraient vers leur poste de combat. Les artilleurs chargeaient les canons avec une précision mécanique, malgré le vacarme assourdissant et la chaleur étouffante des salles de tir. Les officiers criaient des ordres pour couvrir le bruit des explosions, tandis que les systèmes de ventilation tentaient d'évacuer la fumée et les gaz. À la surface, les tourelles blindées pivotaient lentement, cherchant leurs cibles à travers les nuages de fumée. Puis soudain, les canons entraient en action. Chaque tir produisait une détonation monstrueuse, accompagnée d'un éclair aveuglant qui illuminait le champ de bataille. Les obus partaient à grande vitesse et explosaient au milieu des forces ennemies, projetant des gerbes de flammes et de débris. Les mitrailleuses du bunker balayaient le terrain sans relâche. Des lignes continues de balles traçaient des sillons mortels à travers la fumée, empêchant toute progression. Les soldats ennemis tentèrent d'avancer entre les cratères, mais chaque mouvement était immédiatement pris sous un déluge de feu. Pour les hommes enfermés dans cette forteresse, la bataille n'était pas seulement physique, c'était une épreuve mentale permanente. L'absence de lumière naturelle, le bruit incessant des bombardements et l'atmosphère confinée créaient une tension constante. Le temps semblait figé et chaque minute passée sous terre paraissait durer une éternité. Ils savaient qu'à tout moment, un impact direct pouvait percer la structure. Une seule brèche suffisait pour transformer les couloirs en pièges mortels. Les tonnes de béton au-dessus d'eux pouvaient s'effondrer en un instant, ensevelissant tout sur leur passage. Malgré cela, ils continuèrent de se battre sans relâche. Les tirs ne s'arrêtaient jamais. Les canons tonnaient, les mitrailleuses crépitaient et les explosions illuminaient l'horizon sans interruption. Dans ce chaos de feu, de fumée et de tremblements, le bunker restait debout. Il était à la fois une arme, un bouclier et une prison. Un symbole de résistance absolue, mais aussi un endroit où chaque soldat savait qu'il pourrait mourir sans jamais revoir la lumière du jour. L'ouvrage de Schonenbourg n'était pas un bunker ordinaire. C'était l'une des forteresses les plus puissantes de la ligne Maginot, un colosse de béton conçu pour survivre aux pires bombardements imaginables. Enfoui profondément sous la terre, protégé par des murs massifs et des couches d'acier, il était capable d'encaisser des milliers d'impacts sans céder. Vu de l'extérieur,
la structure semblait presque invincible. Ces blocs de combat émergeaient du sol comme des îlots de béton, tandis que ces tourelles blindées dominaient de l'horizon. Mais autour de lui, le paysage portait les traces d'une guerre incessante. Des cratères gigantesques, des arbres déchiquetés et une terre noire brûlée par les explosions. Lorsque l'ennemi lançait un assaut, le bunker devenait immédiatement le centre d'un déluge de feu. Des centaines d'obus s'abattaient sur sa surface, produisant des détonations si puissantes que le sol tremblait sur des centaines de mètres. Des colonnes de fumée noire s'élevaient dans le ciel et des vagues de terre retombaient en pluie sur les blocs de béton. À l'intérieur, les soldats français ressentaient chaque impact. Les murs vibraient sans cesse, les lampes oscillaient et une fine poussière tombait du plafond à chaque explosion. Le bruit était constant, un grondement profond qui envahissait les couloirs et empêchait tout repos. Quand les bombardements atteignaient de leur intensité maximale, l'air devenait presque irrespirable. La chaleur montait dans les salles de tir, l'odeur de poudre se mêlait à celle du métal chauffé et les systèmes de ventilation peinaient à évacuer la fumée. Les hommes travaillaient dans un environnement étouffant où chaque respiration semblait lourde. Malgré cela, le bunker répondait sans relâche. Les tourelles blindées pivotaient lentement, puis les canons entraient en action. Chaque tir produisait une détonation assourdissante, accompagnée d'un éclair aveuglant qui illuminait le champ de bataille. Les obus traversaient l'air à grande vitesse avant d'exploser au milieu des forces ennemies. Les mitrailleuses balayaient le terrain sans interruption. Des lignes de balles traçaient des sillons mortels à travers la fumée, empêchant toute progression. Les soldats adverses tentaient d'avancer entre les cratères, mais chaque mouvement était immédiatement pris sous un déluge de feu. Pour les hommes enfermés sous terre, la bataille n'était pas seulement physique, c'était une épreuve mentale permanente. Le manque de sommeil, le bruit incessant des bombardements et l'absence totale de lumière naturelle créaient une tension constante. Chaque minute passée dans le bunker était une attente angoissante. Les soldats savaient qu'un impact direct pouvait à tout moment percer la structure. Une seule brèche suffisait pour transformer les couloirs en pièges mortels et condamner toute la garnison. Pourtant, malgré la fatigue, la peur et les conditions extrêmes, ils continuaient de se battre. Les canons tonnaient sans cesse, les mitrailleuses crépitaient et les explosions illuminaient l'horizon sans interruption. Dans ce chaos permanent, le bunker de Schönenburg restait debout, symbole d'une résistance presque inébranlable, mais aussi prison pour ceux qui devaient y survivre. L'ouvrage de Fermont représentait l'un des derniers remparts de la ligne Maginot. Ce bunker massif, enfoui profondément sous la terre, avait été conçu pour résister à des attaques prolongées et défendre son secteur jusqu'au dernier moment. Ces blocs de combat émergeaient du sol comme des forteresses isolées, reliées entre elles par un réseau souterrain complexe. Lorsque la bataille éclata dans la région, Fermont devint rapidement une cible prioritaire. Des bombardements incessants frappèrent sa surface pendant des jours, transformant le paysage autour du bunker en un désert de cratères fumants. Les explosions soulevant des colonnes de terre et de feu, tandis que des fragments de béton étaient projetés dans toutes les directions. À l'intérieur, les soldats français ressentaient chaque impact. Les murs tremblaient sans cesse, les lampes vacillaient et la poussière tombait du plafond comme une pluie silencieuse. Le bruit des bombardements ne cessait jamais complètement, créant un grondement permanent qui pesait sur les esprits. Malgré cette pression constante, la garnison continuait de se battre. Les artilleurs chargeaient les canons sans relâche, leurs gestes devenus mécaniques sous la fatigue. Les mitrailleurs surveillaient les embrasures, prêts à ouvrir le feu à la moindre tentative d'approche ennemie. À la surface, les tourelles blindées de Fermont entraient régulièrement en action. Chaque tir produisait une détonation gigantesque, accompagnée d'un éclair aveuglant qui illuminait le champ de bataille. Les obus explosaient au milieu des forces adverses, projetant des gerbes de flammes et de débris. Mais au fil des jours, les conditions à l'intérieur du bunker devinrent de plus en plus difficiles. L'air se chargeait de fumée et d'humidité, la chaleur montait dans les salles de tir, et le manque de sommeil épuisait les hommes. Les bombardements constants empêchaient tout repos véritable. La tension psychologique était immense. Les soldats savaient que les forces ennemies progressaient partout autour d'eux. Les communications devenaient incertaines et l'idée d'être totalement isolé commençait à peser sur le moral. Chaque minute passée sous terre renforçait un sentiment d'étouffement. Les couloirs étroits semblaient se refermer et le poids des tonnes de béton au-dessus d'eux devenait une présence oppressante.
Malgré cela, ils continuaient de tenir leur position. Les tirs ne s'arrêtaient jamais, et les tourelles répondaient encore aux attaques ennemies. Fermont résistait toujours, même lorsque tout semblait perdu autour de lui. Mais la guerre ne se gagnait plus ici. Lorsque l'ordre de cesser le combat arriva finalement, les soldats comprirent que leur mission touchait à sa fin. Ils avaient défendu leur bunker jusqu'au bout, mais ils devaient désormais sortir de leur forteresse, abandonnant derrière eux le symbole de leur résistance. Fermont resta debout, intact malgré les bombardements. Mais pour ceux qui l'avaient défendu, il ne fut jamais seulement un bunker, il fut le théâtre d'une résistance acharnée, et le lieu où ils comprirent que même les forteresses les plus puissantes ne pouvaient arrêter le cours de la guerre. Les explosions continuaient d'illuminer l'horizon, même après la fin des combats. Les bunkers restaient debout, silencieux témoins d'une guerre qui avait tout ravagé autour d'eux. Sous leurs tonnes de béton, des soldats avaient résisté jusqu'à l'extrême limite, affrontant le feu, la peur et l'épuisement. Ces forteresses n'étaient pas seulement des structures militaires, elles étaient des champs de bataille souterrains où se jouaient des luttes de survie. Si tu veux découvrir d'autres histoires aussi intenses et méconnues de la guerre, abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes.